Bonjour, je suis Mister Emma et vous regardez Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Nous arrivons déjà au terme de ces 4 émissions spéciales sur les bonnes pratiques des concours d'architecture organisés par la cellule d'architecture de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous avons parcouru différents projets durant les 3 précédentes émissions et aujourd'hui, nous allons atterrir aux stations en plein air Madeleine Mello en compagnie de l'architecte Ville-Line du bureau Hermès Agency. La collaboration naît de notre volonté de pouvoir rénover le bâtiment destiné à l'accueil de jeunes enfants qui date des années 70, qui depuis les années 70 n'a jamais été rénové dans sa globalité. On doit faire un marché public, nous ne sommes pas outillés que pour pouvoir faire ce dossier de marché public et nous faisons une démarche vers la cellule architecture de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc on se trouve sur les hauteurs de la Citadelle, qui est un coin assez exceptionnel à Namur, qui est entouré de verdure. Et le site dans lequel on est, c'est un campus qui est très vert, qui appartient aux stations de Madeleine Mello et qui partage ceci avec une école et un centre pour adultes souffrant du spectre autistique. Et ça a été un peu le point de départ du projet, dans le sens où on a essayé de retrouver la relation que les pavillons d'origine avaient avec le campus. Et ceci a un peu guidé les premières intentions du projet. Pour pouvoir vraiment mener à bien une procédure axée sur la qualité, on va devoir mettre en place un processus d'évaluation des candidatures et des œuvres qui soit qualitatif en fait. Et donc là, le plus important, c'est que le maître d'ouvrage s'entoure d'autres personnes, d'autres expertises pour composer finalement un comité de sélection et ensuite un jury au moment de l'attribution. Donc un jury d'architecture, ça sert à quoi? Ça sert en fait à désigner une équipe pour réaliser un projet donné, dont les contours ont été préalablement définis par une autre équipe technique qui va aider le maître de l'ouvrage, le candidat bâtisseur ou le candidat à la rénovation à définir ses besoins. Une fois que ces besoins sont définis, ils sont partagés à une série de bureaux d'architecture qui vont émettre leurs idées. Il faut un moment départager ces différentes équipes et décider de qui sera d'abord candidat à la deuxième phase et ensuite lauréat du concours. On a 2 instances différentes qui vont se réunir aux 2 moments de la passation du marché. Au moment de la sélection qualitative, on va avoir un comité de sélection qui est en fait un mini-jury restreint. Au moment de l'attribution, on va avoir un jury complet qui va réunir des instances qui n'étaient pas là à la sélection, qui sont uniquement nécessaires à l'attribution. Je pense par exemple à l'urbanisme, qui finalement n'a pas tellement d'intérêt à être là au moment où on présente des références autour de projets, mais plutôt au moment où on présente leurs propositions architecturales. Peut-être que l'intérêt d'un bon jury, c'est qu'il soit composé de différents types de personnes avec des attraits et des affinités différentes. Cette question de complémentarité nous semble la plus importante dans un jury d'architecture, qui n'est pas que des architectes, mais c'est des spécialistes de, par exemple, des fonctions que va accueillir le bâtiment, pour donner aussi un avis critique sur une proposition architecturale et pas se focaliser que sur la question purement architecturale. Ce qui nous a séduit dans ce jury, c'est le fait de croiser les regards et de croiser les pertinents au niveau des membres du jury et des experts. Toutes ces personnes vont se mettre à discuter ensemble, à réfléchir ensemble, argumenter, contre-argumenter. Ça va faire naître l'intelligence collective qui va aller vers, normalement, le meilleur choix qui sera en général tout à fait concerté. Alors le bâtiment existant, on y trouvait en toute honnêteté assez peu de qualité, à part le fait qu'elle ait peut-être été déjà construite et que c'était une structure existante et qu'on a voulu partir de ce qui était déjà là pour construire le projet. Les qualités qu'on a trouvées étaient peut-être avant tout le fait qu'elle était disposée à travers différentes parties. Donc il y a une zone est, une zone sud et une zone centrale. Mais au-delà de ça, on y voyait beaucoup plus de défauts dans le sens où une entrée était peu claire. Il y avait aussi un grand front bâti qui se dresse à l'entrée du site et qui bloque la visibilité du campus depuis l'entrée du site. L'intention principale du projet était de se réouvrir au campus existant. Et donc ce qu'on a proposé, c'était de scinder le bâtiment en 3 pavillons pour retrouver une échelle plus proche des autres pavillons existants.
et donc aux joints de dilatation existants et à travers la lecture précise de la structure du bâtiment, on a réouvert des travées pour y insérer des espaces qu'on appelle des espaces interstitiels qui ont ce double rôle de connecter les pavillons entre eux et de réouvrir de manière très généreuse l'intérieur du bâtiment à son extérieur et au campus. On isole entièrement le bâtiment avec des matériaux biosourcés. On intervient aussi avec toute une gestion des eaux, donc il y a aussi une intervention des paysagistes, atelier Champs Chevaliers, qui refont tout le jardin nord à l'arrière, où il y a toute une réflexion sur le cycle de l'eau. On a introduit aussi des toitures vertes et un système de récupération d'eau de pluie. On vient aussi de faire un désenrobage des parties imperméables de sol pour essayer de maximiser les zones vertes et les zones perméables là où c'est possible. Au sein des 3 pavillons qu'on a définis, on essaie aussi de réorganiser le fonctionnement interne du centre Madeleine Mello. On essaie de réconcilier une entrée principale qui se trouve au rez-de-jardin, comme on l'appelle, qui se trouve de l'autre côté et qui donne face au nouveau jardin qui va être développé. Et qui permet de donner une entrée claire et visible à tous les utilisateurs. Ça permet une gestion des flux pour les différentes personnes qui viendraient dans le bâtiment. Donc il y a bien sûr les bénéficiaires, il y a les encadrants, les membres du personnel administratif, mais il y a aussi les familles ou des visiteurs externes qui sont amenés à venir une fois de temps en temps dans le bâtiment. Une situation de concours, ça nous oblige à avoir une position relativement tranchée, puisqu'elle devra être suffisamment déterminante que pour contraster par rapport à celle de 4 autres bureaux qui, par ailleurs, sont choisis sur leur qualité de proposition. Donc, il y a quand même lieu de soumettre une proposition bien assise et bien qualifiée. Donc ça donne quand même des règles du jeu pour le futur dialogue. Ça nous permet quand même de dire, mais écoutez, messieurs ou mesdames, vous nous avez choisi sur une proposition qui est claire. Et donc, je pense que ça nous oblige à nous déterminer quand même de manière très forte. Une fois que l'auteur de projet a été désigné, il va commencer vraiment le travail de collaboration avec le maître d'ouvrage. Pour ça, c'est vraiment important que l'auteur de projet et le maître d'ouvrage soient dans des conditions idéales pour pouvoir travailler ensemble. Et donc, on va faire 2 choses. On va travailler sur 2 éléments en particulier. La première, c'est les clauses d'exécution du marché qui vont être reprises dans le cahier des charges. Elles sont très précises, elles reprennent déjà le contrat de l'auteur de projet. Et la cellule architecture est particulièrement attentive à ce que ces clauses soient équilibrées, que chacun assume ses rôles et ses responsabilités de façon équitable, ce qui n'est pas toujours évident. L'autre élément important, c'est le comité d'accompagnement. C'est vraiment de nouveau un comité composé de toutes les personnes nécessaires au suivi du marché, qui va se réunir en fait avant l'approbation de chaque étape du projet d'architecture et qui va permettre en fait de mettre systématiquement en discussion tout ce qui doit être mis en discussion de façon à pouvoir prendre des décisions au fur et à mesure sur lesquelles on ne revient pas. Et ça, c'est absolument indispensable dans le cadre d'un projet d'architecture. C'est important pour nous de pouvoir faire appel à des spécialistes parce qu'en termes de compétences au niveau des concours, clairement, on n'en fait pas chaque année. Une administration communale, c'est quand même un gros budget. C'est quand même la vitrine, finalement, de la fonction administrative, mais aussi un lieu d'accueil du citoyen. Et donc, pour nous, avoir une vision externe sur notre mode de fonctionnement était très important parce qu'on a parfois des idées préconçues. Et donc, le fait d'avoir ces spécialistes nous ont permis de déconstruire, finalement, la manière dont on souhaitait fonctionner. La demande de la ville était de pouvoir garder l'activité administrative au centre de Hanu pour garder une certaine attractivité. Donc on a choisi le même site que l'administration communale d'aujourd'hui. Et alors on voulait aussi garder le château, parce que donc, nous sommes dans le château Motin, qui a quand même un caractère patrimonial et historique. Dans le cadre du projet, on voulait aussi pouvoir avoir un bâtiment moderne qui pouvait accueillir les services et de l'administration communale, mais aussi du CPS. Étant entendu que le site sur lequel on devait travailler était un bâtiment en périphérie de la ville, dans l'alignement d'un ancien rempart, et qu'il constituait une frontière et une barrière opaque entre la ville et la campagne. Et donc il nous a semblé que la première réflexion à poser, c'était de permettre que la proposition d'architecture réouvre la ville sur son paysage. Donc on a déplacé la question qui principalement était posée sous forme d'une question d'équipement
à travers un édifice, on l'a déplacé vers une question d'urbanisme. Ce qui a d'ailleurs, au vu des 4 autres propositions, démarqué la proposition de Matador, puisque les 4 autres propositions fonçaient directement sur la question de l'édifice et ne remettaient pas en question la barrière constituée par le bâtiment à transformer. Le maître d'ouvrage doit absolument toujours rester le maître de la barque et piloter le projet. C'est pour ça qu'on va lui demander d'être clair dans les décisions qu'il formule, d'être présent évidemment à chaque comité d'accompagnement, mais aussi d'être présent à ou représenté à chaque réunion intermédiaire que l'auteur de projet va avoir avec les utilisateurs, avec les pompiers, avec l'urbanisme, de façon à ce que l'auteur de projet soit toujours accompagné du maître d'ouvrage pour que tout le monde entende ce qui est demandé et qu'on puisse prendre les bonnes décisions et arbitrer. Le maître d'ouvrage doit rester l'arbitre du projet. Si la proposition initiale que nous avons appréciée et que nous avons retenue rencontrait les objectifs majeurs, tant d'un point de vue fonctionnel, mais aussi d'un point de vue, je veux dire, urbanistique, il fallait que le projet puisse évoluer au gré de nos demandes. Nous sommes un bureau relativement constructif, aimant travailler dans le dialogue, et par le fait même, ça ne nous effraie pas du tout de devoir après le faire évoluer. Par exemple, les bureaux qui nous étaient proposés dans la proposition initiale étaient des open space, mais ces propositions ne collaient pas avec notre réalité de terrain. Et le projet a donc évolué et les espaces ont été modifiés, revus, recomposés au gré de nos attentes et de nos besoins. Ça s'est relativement bien passé parce que les règles du jeu, la grammaire, le style, les rhétoriques partageables ont vite été prises en main par la maîtrise d'ouvrage. Donc ça s'est super bien passé.